Où en est le Moyen-Orient un an après le 7 octobre 2023 ? Quelle est la situation en Israël et dans la bande de Gaza ? Pourquoi le conflit israélo-palestinien déborde-t-il au Liban ? Au-delà du Liban, quelles sont ses répercussions régionales ? Enfin, dans ce conflit, quel est le poids des différents acteurs internationaux comme les États-Unis, la Chine, la Russie ou bien encore l'Union européenne ? Pour répondre, nous avons le plaisir de recevoir Laure Fouché, maître de recherche sur le Moyen-Orient à la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS. Cette émission s'inscrit dans le cadre des rencontres stratégiques de la Méditerranée 2024, RSMed 2024, dont la FRS est partenaire. Laure Fouché a précédemment travaillé de nombreuses années pour le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées, à Paris comme au Moyen-Orient. Laure Fouché a également travaillé durant 4 ans à l'International Crisis Group sur la politique européenne au Moyen-Orient. Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise. Bonjour Laure Fouché. Bonjour. J'ai fait référence au 7 octobre 2023, où se situe la rupture stratégique du 7 octobre 2023. Alors selon moi, la rupture stratégique du 7 octobre ne se situe pas nécessairement dans un inversement des tendances de long terme dans la région, mais davantage dans un changement de calcul des acteurs, et en premier lieu l'acteur évidemment israélien, qui va changer de perception sur son environnement stratégique et surtout comment traiter avec cet environnement stratégique. Ça entraîne évidemment des répercussions incalculables comme on le voit tous les jours. Et effectivement, à terme, cela pourra éventuellement entraîner un bouleversement des rapports de force dans la région. Je crois que les acteurs internationaux et les acteurs régionaux n'ont pas assez mesuré ces derniers mois la manière justement dont le 7 octobre avait modifié le rapport d'Israël à ses ennemis. Il y a eu une erreur d'appréciation de la part du Hamas sur la valeur stratégique des otages, par exemple, une erreur d'appréciation de la part du Hezbollah sur la détermination israélienne vis-à-vis du mouvement, mais aussi sur ses capacités à détruire ou en tout cas à vraiment réduire les capacités de ce mouvement. Donc il y a eu une erreur d'appréciation, une erreur de calcul, alors qu'il y a eu un changement majeur, et aujourd'hui on le voit absolument très clairement. Israël montre aujourd'hui qu'il y aura une tolérance zéro vis-à-vis du Hamas, mais aussi vis-à-vis des partenaires iraniens et donc de l'Iran, et qu'il estime être capable de pouvoir y faire face. Et c'est ce message qu'Israël fait passer à Téhéran aujourd'hui. On ne tolère plus votre stratégie de défense avancée, donc celle qui consiste à avoir des proxys tout autour d'Israël ou dans la région. Il y a un changement stratégique israélien face à ce qu'ils appellent la politique d'encerclement de l'Iran. Et donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on le voit très bien, Israël mène le tempo de l'escalade. Il s'agit pour Israël avant tout de restaurer la dissuasion qui avait été totalement détruite avec le 7 octobre, et donc de montrer pour Israël que le pays, son armée, son leadership politique est capable de reprendre l'avantage sur ses ennemis. Laure Fouché, début octobre 2024, quelle est la situation en Israël et dans la bande de Gaza ? Alors, dans la bande de Gaza, effectivement, on est dans une situation humanitaire totalement catastrophique. Il y a juste quelques chiffres quand même pour avoir une idée un peu plus précise de l'ampleur du drame. On est à plus de 41 000 morts, à plus de 96 000 blessés, 17 000 enfants orphelins ou séparés de leur famille. Beaucoup d'enfants traumatisés. Oui, ça, on n'imagine pas le traumatisme que c'est, mais voilà. être sous des bombardements quotidiens, c'est compliqué. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants ? Quelle sera la prochaine génération gazaoui ? 96% de la population est en situation d'insécurité alimentaire, et une grande partie d'entre eux dans une situation d'insécurité alimentaire extrêmement grave, selon l'ONU.
En termes de destruction matérielle, la bande de Gaza est quasiment entièrement détruite. Il y a plus de 80% des routes, des habitations, 60% de plus des habitations qui sont totalement détruites ou partiellement endommagées. Quand on pense au temps que cela a pris pour les organisations internationales de construire, par exemple, une usine de désalinisation à Gaza, on a du mal à imaginer comment la bande de Gaza va pouvoir se rétablir et si elle va pouvoir être habitable de nouveau un jour. Est-ce qu'il y a des perspectives de cessez-le-feu ? Alors justement, sur les perspectives de cessez-le-feu, il n'y en a malheureusement aucune. Ce n'est pas nouveau. Depuis janvier dernier, les deux parties, le Hamas et Israël, butent sur les mêmes lignes rouges, qui sont pour Israël la volonté de ne pas inscrire dans un cessez-le-feu la fin des opérations israéliennes, et du côté du Hamas, au contraire, il y a une volonté que ce cessez-le-feu, un cessez-le-feu permanent, soit inscrit dans tout accord de négociation. Et donc, il y a des positions jusqu'en-boutistes de part et d'autre, qui s'explique par le fait que, comme un camp pour l'autre, renoncer à ces lignes rouges signifierait une défaite, et pour l'instant, aucun des deux camps n'est prêt à l'accepter. Les négociateurs ont essayé de jouer un peu sur la flexibilité de la terminologie, mais ça a échoué, puisque les lignes rouges, dans le fond, n'ont pas bougé. Mais selon moi, il y a quand même une étape très importante qui est celle de la prise de Rafah par l'armée israélienne en mai dernier, qui clôt définitivement tout espoir de cessez-le-feu, pour la simple raison que, notamment pour le Premier ministre israélien, un éventuel retrait du corridor de Philadelphie, donc qui est la bande frontalière entre l'Égypte et Gaza, est envisageable. Et inenvisageable, tant qu'Israël n'obtient pas de la part du Caire des garanties sécuritaires jugées satisfaisantes. Et obtenir ces garanties sécuritaires de la part de l'Égypte signifie qu'il y a un arrangement sur un plan d'après-guerre dans la bande de Gaza, et pour l'instant, on n'y est pas du tout, on y est même très loin. Alors qu'est-ce que ça laisse présager ? Ça laisse présager, malheureusement, très probablement un chaos généralisé dans la bande de Gaza, qui serait une forme de continuité de la situation actuelle, avec peut-être une probable baisse en intensité des affrontements, mais une dégradation humanitaire et sécuritaire tout à fait certaine, surtout en l'absence d'investissement diplomatique. On pourra y revenir. Peut-être deux mots sur le fait qu'il n'y a pas en Israël un plan d'après-guerre qui est clair et consensuel. Le seul consensus qui existe aujourd'hui en Israël, et cela au sein de la majorité des partis de la Knesset, peut-être à exception des partis d'extrême droite qui appellent, eux, à la recolonisation de la bande de Gaza, il y a un consensus qui est celui de la nécessité pour Tel Aviv de maintenir un contrôle sécuritaire, direct ou indirect, sur la bande de Gaza. Et évidemment, cela rend très compliqué, voire impossible, tout arrangement sécuritaire, pour un plan d'après-guerre viable sur le long terme dans la bande de Gaza. Et alors, quid de la Cisjordanie ? Alors effectivement, il ne faut pas oublier la Cisjordanie. Surtout pas, non ? En Cisjordanie, depuis le 7 octobre, il y a eu des opérations israéliennes qui étaient justifiées par la nécessité de neutraliser certains bastions de groupes armés, mais des opérations qui sont extrêmement fréquentes, qui sont d'une intensité jamais vue depuis la seconde intifada, avec des méthodes qui s'apparentent à celles utilisées à Gaza, par exemple avec des bombardements aériens, des drones, des hélicoptères de combat, des restrictions en termes de déplacement. Donc la Cisjordanie est vraiment l'autre front de guerre palestinien pour Israël. Et pendant ce temps-là, depuis le 7 octobre, il y a eu une expansion sans précédent de la colonisation. Évidemment,
accélérée par la coalition actuelle du gouvernement Netanyahou, et qui fait l'objet, et le gouvernement israélien ne s'en cache pas, de consolider le projet du Grand Israël, qui évidemment serait fatal pour tout espoir de solution politique viable pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Et comment s'articule la relation entre la problématique de la Cisjordanie et la problématique de Gaza ? Alors, selon moi, le futur de la Cisjordanie est lié à celui de Gaza, parce que si la communauté internationale ne parvient pas à imposer une sortie de crise à Gaza, ça veut dire qu'elle revient à abandonner la question palestinienne dans son ensemble. Et dans ces cas-là, ça veut dire que la Cisjordanie sera effectivement réduite à une question sécuritaire et non plus politique, et qu'elle sera laissée, que ce territoire sera laissé à ceux qui prônent le rétablissement d'un grand Israël. Laure Fouché, pourquoi le conflit israélo-palestinien déborde-t-il au Liban ? Et au-delà du Liban, quelles sont les répercussions régionales de ce conflit israélo-palestinien ? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question, mais la première qui est assez évidente, c'est que le Hezbollah a, depuis le 8 octobre, décidé de se joindre, d'ouvrir un front au nord d'Israël, qui l'a lié au sort de Gaza, c'est-à-dire Hassan Nasrallah, à l'époque, avait déclaré que le Hezbollah ne cessera pas ses attaques tant qu'il n'y aura pas de cessez-feu à Gaza. Et donc a lié le sort du Liban à celui de Gaza. Et là, on voit depuis ces derniers jours que c'est un piège qui s'est refermé sur le Hezbollah. Il y a un tournant majeur depuis quelques jours dans la confrontation entre Israël et le Liban, et plus largement dans le rapport de force dans la région. L'élimination de Nasrallah, très clairement, est un tournant majeur, non seulement parce que Nasrallah n'était pas seulement le chef du Hezbollah, mais Nasrallah a aidé plus largement à la création de l'axe de la résistance sur le plan idéologique et opérationnel, et était considéré aux yeux de l'opinion publique arabe comme un héros, dans le sens où il incarnait la résistance à Israël. Alors, avec son intervention en Syrie, sa popularité, l'intervention du Hezbollah auprès du régime de Bachar el-Assad, sa popularité a largement baissé, mais il reste quand même cette image très charismatique d'opposition à Israël. Et la décision de se confronter à Israël juste après le 7 octobre a néanmoins un peu rehaussé ou a redoré ce blason du Hezbollah comme acteur fondamental de la résistance. Et comment ça s'organise avec l'Iran ? L'Iran a créé, on va dire, au milieu des années 80, une stratégie qui s'appelle la stratégie de la défense avancée, qui vise à établir des partenaires dans la région pour approfondir son champ stratégique, son territoire stratégique, sa profondeur stratégique. Et ces proxys-là, mais aujourd'hui je pense qu'il est difficile de parler de proxy, mais en tout cas ces partenaires-là étaient censés être le premier front en fait de défense pour l'Iran. Et on le voit aujourd'hui, on y reviendra peut-être, sur le calcul de Téhéran vis-à-vis de son partenaire libanais aujourd'hui. Il y a beaucoup de retenue de la part de Téhéran, même après la mort de son plus grand allié Hassan Nasrallah, qui s'explique par le fait que ces partenaires-là avaient pour objectif de protéger Téhéran et surtout pas insérer Téhéran s'il devait y avoir une guerre, en fait. Quel est le calcul de Téhéran et le calcul d'Israël aujourd'hui ?
Alors derrière la guerre israélienne contre le Hezbollah aujourd'hui, qui est quand même, pour dire les choses très clairement, on n'est plus dans une logique de dissuasion en Israël, on est dans une logique d'attrition des capacités du Hezbollah. C'est-à-dire attrition, si on trouve un synonyme. C'est-à-dire diminuer au maximum les capacités militaires du Hezbollah. Et on le voit aujourd'hui, on est dans une élimination à peu près systématique de la chaîne de commandement, de ses capacités militaires. Et c'est cela que Israël tente de mettre en place aujourd'hui. Avant, on était dans une logique de dissuasion. Depuis quelques jours, notamment depuis l'affaire des beepers, Israël a changé de calcul. C'est-à-dire maintenant, il ne s'agit pas de contenir le front nord, il s'agit de éliminer la menace qui vient du front nord, ce qui n'est pas du tout la même chose. Quelles sont les limites de la stratégie israélienne ? Alors, donc voilà, pour la question de la stratégie israélienne, de plus long terme, je pense qu'il faut effectivement se poser la question de qu'est-ce que les Israéliens cherchent à travers l'élimination du Hezbollah. Et je pense que, bien sûr, il y a l'élimination d'une menace nord, mais je pense que ça peut aller plus loin et que l'objectif est peut-être avant tout de restaurer une dissuasion vis-à-vis de l'Iran, voire pousser l'Iran à la faute en l'entraînant dans un conflit régional, et aussi très probablement d'avoir les mains libres vis-à-vis de l'Iran en cas d'escalade directe avec le pays, voire être en capacité de mener des frappes offensives sans être dérangé par le front nord. Ça, c'est pour le calcul israélien qui, je pense, aujourd'hui, on le voit depuis une semaine, est assez clair. Du côté iranien, c'est un peu plus incertain parce que jusqu'à la mort de Nasrallah, il y avait une certaine certitude que Téhéran n'interviendrait pas directement contre Israël afin de ne pas tomber justement dans ce que le président iranien appelle le piège d'une guerre totale. La mort de Nasrallah pourrait rebattre les cartes, même si les déclarations qu'on entend de Téhéran depuis hier et aujourd'hui ne vont pas dans ce sens-là. Les déclarations de Téhéran et évidemment le guide suprême sont très prudentes. Et on a tendance à penser que Téhéran n'interviendra pas directement. Néanmoins, pour Téhéran, c'est un coup extrêmement dur. L'Iran est extrêmement vulnérable aujourd'hui face à Israël. Tout d'abord parce que sa capacité de dissuasion a été très clairement diminuée. L'Iran sait qu'il ne peut pas tenir tête à Israël en cas de confrontation militaire, et a fortiori si ses processus sont affaiblis. Mais aussi, je pense que ce qui explique la retenue de l'Iran, c'est un calcul sur le plus long terme. Et là, il faut prêter attention au timing, qui est celui des élections américaines. Pour le président iranien, qui aujourd'hui a très clairement une politique d'ouverture vis-à-vis des Occidentaux et qui a dit très clairement pendant la GNU qu'il voulait reprendre les négociations avec les Occidentaux pour alléger les sanctions et rebâtir une économie. Pour y parvenir, le président iranien estime qu'il est nécessaire d'éviter un conflit avec Israël, notamment parce que cela bénéficierait à Trump, et les Iraniens ne veulent pas de Trump, parce que cela irait évidemment contre leur intérêt stratégique de revenir à la table des négociations sur le nucléaire. Alors, Laure Fouché, ça nous amène à cette question centrale. Dans ce conflit, quel est le poids des différents acteurs internationaux, comme les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Union européenne? Alors, les acteurs internationaux sont, dans leur ensemble, dans une logique un peu de containment, faute de mieux. Je pense que c'est une politique qui résulte probablement à la fois d'un sentiment d'impuissance, un sentiment aussi une volonté de ne pas utiliser les leviers sur Israël qui aujourd'hui dictent la dynamique de l'escalade,
Et ça, c'est par exemple très très clair avec les États-Unis qui ont fait le choix à Gaza de ne pas utiliser leur levier pour infléchir le cours de la guerre. Ça a été le cas, par exemple, sur la question des livraisons d'armement à Israël, sur la question de l'utilisation par Washington de son veto un peu systématiquement. Au CSNU, il faut quand même attendre le 25 mars pour que les États-Unis n'émettent pas de veto à une résolution du CSNU qui demande un projet de cessez-le-feu immédiat. Et dans ce cadre-là, les États-Unis ont été effectivement très critiqués pour leur incapacité à peser et ont été perçus par une majorité de l'opinion publique arabe, mais aussi ailleurs, comme revenant à une complicité avec l'offensive israélienne. Et à cela s'ajoute une critique qui, je pense, est très importante pour l'ensemble des Occidentaux, qui est celle de la contribution des Américains à l'érosion du système du droit international qui, effectivement, et a été extrêmement fragilisé. Et on le voit, par exemple, dans les dossiers de la Cour pénale internationale ou dans la Cour de justice internationale, où les conclusions qui ont été émises par ces deux cours de juridiction ont été soit condamnées par les États-Unis, mais par une partie des Européens, soit on a estimé du côté des Américains qu'elles empêchaient en fait un cessez-le-feu, qu'elles n'aidaient pas un cessez-le-feu. Et alors, maintenant, tournons-nous vers la Chine et la Russie. Quid ? Alors, la Chine et la Russie, évidemment, pour eux, pour ces deux acteurs-là, c'est une aubaine, cet enlisement un peu occidental dans des conflits sans fin, l'affaiblissement de leur crédit diplomatique auprès des opinions de la région. C'est une aubaine sur laquelle ils comptent capitaliser. La présence chinoise dans la région n'est pas seulement économique, elle se militarise. Les Chinois ont énormément développé leur réseau diplomatique. Les Russes connaissent très bien le Moyen-Orient. Les Russes connaissent très bien, ont fait un grand retour avec la Syrie en 2015. À l'époque de l'Union soviétique, il y avait des moyens de connaissance du Moyen-Orient impressionnants à Moscou. Voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui, ils ont réussi aussi à placer quelques pions. Je pense notamment à la base de Tartous qui leur donne un accès à la Méditerranée. Et la coopération stratégique avec l'Iran aussi qui s'accentue, on le voit avec la livraison des drones et maintenant de plusieurs centaines de missiles balistiques. Néanmoins, il est intéressant de noter que ces deux États se sont retrouvés totalement absents sur Gaza et les enjeux sécuritaires qu'ils impliquent pour leurs partenaires dans la région, comme les pays du Golfe notamment, qui sont en quête d'autonomisation stratégique. Et en fin de compte, on se rend compte que la Chine comme la Russie n'ont jamais eu pour ambition d'offrir des garanties sécuritaires à la place des États-Unis, ni de résoudre les conflits. Et donc on voit les acteurs de la région, malgré leur frustration terrible vis-à-vis de Washington, à ne pas vouloir utiliser ces leviers pour tordre le bras à leur allié israélien, ils reviennent néanmoins continuer à rechercher des garanties sécuritaires auprès des États-Unis. C'est par exemple l'accord qui a été passé entre les États-Unis et les EAU sur un partenariat spécial de défense. C'est les négociations qui ont eu lieu entre Riyad et Washington sur un traité de défense qui serait unique, ou en tout cas sur le modèle du traité avec la Corée du Sud. Et donc, en fin de compte, les États-Unis, malgré leur objectif stratégique de recul dans la région, restent fixés en fait au Moyen-Orient et probablement cela pour plusieurs années. Et en moins d'une minute, quid de l'Union européenne ? Alors sur l'Union européenne, il faut distinguer les Européens et l'UE. Pour aller très très vite, l'Union européenne donc est un objet, ce que moi j'appelle non identifié, sauf quand il s'agit d'aide et de financement. Et effectivement, l'Union européenne n'a pas réussi à dépasser la fameuse étiquette qui lui colle à la peau depuis des années, à savoir to be a payer and not a player.
Autrement dit en français. C'est-à-dire d'être celui qui paie, mais qui n'a aucun rôle ou qui n'a aucun poids dans la région. Et c'est très flagrant, par exemple, avec le conflit israélo-palestinien. On n'a pas le temps de revenir ici, mais c'est tout à fait flagrant. Les formats plus restreints sont plus faciles à identifier, aussi plus efficaces. On pense au format E3 qui a négocié, aux côtés évidemment des États-Unis, le nucléaire, l'accord nucléaire iranien de 2015. Et aujourd'hui, Téhéran revient vers ces acteurs-là. Mais de manière générale, les Européens sont quand même hors jeu sur les crises et n'ont pas de poids. Laure Fouché, merci beaucoup. Un grand merci également à notre réalisateur, Guillaume Nougaret. Planisphère a reçu Laure Fouché, maître de recherche sur le Moyen-Orient, à la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS. Nous vous recommandons ses publications sur le site de la FRS. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.